Pendant des décennies, l'Iran et Israël ont entretenu une hostilité qui restait largement indirecte, alors qu'avant la révolution islamique de 1979, les deux États avaient même été alliés sous Mohammad Reza Pahlavi. La source rappelle qu'à cette époque, l'Iran pro-occidental avait reconnu l'État d'Israël, avant que l'arrivée de l'ayatollah Khomeini ne transforme complètement cette relation. Le nouveau pouvoir iranien présente alors Israël comme un occupant qui opprime les Palestiniens, le qualifie de petit Satan et réserve l'expression de grand Satan aux États-Unis. Cette rupture idéologique installe une inimitié durable, même si pendant longtemps, l'affrontement direct reste contenu et l'influence iranienne passe surtout par le soutien évoqué dans la source à un réseau de groupes armés au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. Cette logique change brutalement en avril 2024. Après près d'un demi-siècle d'hostilité en arrière-plan, la source décrit une confrontation devenue ouverte à la suite d'une attaque israélienne contre un bâtiment consulaire iranien à Damas qui tue 7 membres des gardiens de la révolution. L'Iran répond en lançant plus de 300 drones, ainsi que des missiles balistiques et de croisières vers des installations militaires israéliennes. La source insiste sur le caractère de représailles de cette opération, et non sur une intervention directe dans la guerre en Palestine. Elle souligne aussi le renversement symbolique produit par cette attaque. Israël, présenté dans le récit comme ayant souvent ignoré les avertissements des Nations Unies, demande alors au Conseil de sécurité de condamner l'action iranienne. Derrière cet épisode se trouve la question qui structure tout le récit. Pourquoi l'Iran reste-t-il un adversaire redouté, au point d'être décrit depuis des décennies comme une menace majeure pour Israël et comme un ennemi puissant des États-Unis? Pour répondre, la source invite à remonter le temps, car la puissance actuelle ne peut être séparée de l'histoire très longue du territoire iranien et des États qui s'y sont succédés. Cette profondeur historique nourrit encore l'image d'un pays qui, malgré des fractures internes permanentes, demeure l'un des acteurs majeurs du Moyen-Orient. La source relie directement cette continuité historique à la capacité militaire contemporaine. Elle cite un classement de Global Firepower qui place l'Iran au 14e rang sur 145 pays, et explique cette position par ses effectifs, ses finances, sa logistique et sa géographie. Elle décrit environ 580 000 militaires d'actifs et 200 000 réservistes entraînés, répartis entre l'armée régulière et le corps des gardiens de la révolution islamique. Elle présente également l'Iran comme détenteur de l'un des plus importants stocks régionaux de missiles balistiques et de drones, avec des missiles de croisière, anti-navires et balistiques pouvant atteindre jusqu'à 2000 km. Selon le récit, cette portée permettrait de viser n'importe quelle cible au Moyen-Orient, Israël compris. La source affirme aussi que ces armements sont produits en Iran et que certains ont été vendus à la Russie pour la guerre en Ukraine. Elle ajoute que les sanctions internationales ont limité ce que l'Iran aurait pu développer, tout en renforçant une politique d'autonomie et de rejet de l'ingérence étrangère, surtout occidentale, dans ses affaires et dans celles de la région. Cette volonté d'indépendance ne signifie pourtant pas absence d'intervention pour. La source souligne au contraire que l'Iran agit souvent indirectement dans d'autres pays, par exemple en soutenant des groupes chiites en Irak ou des alliés dans plusieurs conflits régionaux. C'est ce mélange de capacités militaires, d'influence par relais, de résistance aux sanctions et de mémoire d'une ancienne puissance régionale qui rend l'Iran difficile à réduire à son seul régime actuel. Au moment où la source s'achève, le Moyen-Orient reste sous tension. Des observateurs militaires y craignent qu'une confrontation de grande ampleur, longtemps contenue par les deux camps, finisse par éclater. C'est précisément ce présent instable qui oblige à regarder très loin en arrière. Avant la République islamique, avant les Pahlavis et même avant l'islam, le plateau iranien avait déjà vu apparaître des peuples, des royaumes et des empires capables de transformer l'équilibre de vastes régions. L'Iran porte aujourd'hui le nom officiel de République islamique d'Iran, mais le récit rappelle que le pays a longtemps été connu en Occident sous le nom de Perse. Bien avant l'apparition des Perses eux-mêmes, le territoire avait déjà accueilli des communautés très anciennes. La source évoque des traces archéologiques attribuées à des Néandertaliens et estimées à environ 100 000 ans, puis rappelle que le sud-ouest iranien appartient aux croissants fertiles où furent cultivées certaines des premières plantes alimentaires de l'humanité. Le récit cite aussi le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel, selon lequel l'Iran serait le premier peuple véritablement historique. Dans la logique de la source, cette formule sert surtout à souligner l'ancienneté exceptionnelle des civilisations établies sur le plateau iranien. Les Perses, pourtant, n'y deviennent un acteur majeur qu'à l'âge du fer bicé. Avant eux, d'autres populations avaient déjà construit des sociétés organisées,
notamment autour de Suse. La source situe la présence de Suse dès 4395 avant notre ère et décrit son développement jusqu'à l'émergence de la civilisation élamite. Avec l'essor du nouvel empire assyrien, les Élamites perdent progressivement plusieurs territoires et finissent par se mêler à d'autres peuples arrivés sur les hauts plateaux. Parmi eux apparaissent les Mèdes, les Perses, les Parthes, les habitants d'Urartu et d'autres groupes venus des steppes ponto-caspiennes. Beaucoup de ces peuples passent sous la domination assyrienne. La source se situe en 646 avant notre ère, un moment décisif, où les Élamites sont écrasés par le roi assyrien Assurbanipal, forçant les survivants à se disperser. Mais la pression assyrienne produit aussi un effet inverse. Dans l'ouest de l'Iran, de petites communautés se regroupent, se structurent et forment des États de plus en plus centralisés. Au XXe siècle avant notre ère, les Mèdes gagnent finalement leur indépendance. Ils s'allient aux Babyloniens pour assiéger et détruire la capitale assyrienne, contribuant à l'effondrement du nouvel empire assyrien. Dans le récit, les Mèdes jouent ainsi un rôle fondamental dans la formation d'un premier ensemble politique iranien, capable de devenir un véritable empire. C'est ensuite Cyrus II, appelé Cyrus le Grand, qui donne à la puissance perse une dimension beaucoup plus vaste. La source présente son règne comme fondé sur une politique suffisamment souple et respectueuse pour obtenir l'obéissance de peuples différents et prolonger la stabilité du pouvoir perse. Son héritier, Cambyse II, poursuit l'expansion et choisit de s'attaquer à l'Égypte, encore considérée comme une grande puissance régionale. Cambyse parvient à conquérir l'Égypte et à mettre fin à sa 26e dynastie. Il meurt cependant alors qu'il s'apprête à quitter le pays. La source mentionne également une tradition rapportée par Hérodote, selon laquelle certains anciens récits attribuaient sa mort à la colère des divinités égyptiennes après la conquête. Après une période de vacances du pouvoir, Darius Ier s'impose sur le trône, en revendiquant une continuité dynastique avec les souverains achéménides. Son accession provoque des révoltes, mais il les réprime rapidement. Sous son règne, la capitale est installée à Suse, Persépolis est construite et un canal reliant le Nil à la mer Rouge est aménagé, présenté dans la source comme un lointain ancêtre du canal de Suez. Le règne de Darius est également associé à de nombreux travaux et à des inscriptions royales, rédigées en vieux perse, dans une écriture cunéiforme adaptée. Surtout, l'empire atteint une taille immense. La source affirme qu'il s'étend alors sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et le décrit comme la première grande superpuissance mondiale. Elle insiste aussi sur un ordre juridique capable de maintenir l'unité d'une population très diverse, grâce à une politique de tolérance et de respect envers différentes cultures et religions. Cette expansion finit pourtant par conduire la Perse vers un affrontement majeur avec le monde grec. À la fin du 8e siècle avant notre ère, Darius lance des campagnes contre plusieurs territoires européens et soumet des cités de la côte grecque. L'intervention d'Athènes déclenche les guerres gréco-perses, qui occupent une grande partie de la première moitié du XXe siècle, avant notre ère, et sont présentées comme l'un des conflits majeurs de l'histoire européenne. La Perse connaît des revers malgré le retour de la Thrace et de la Macédoine dans son orbite. Le successeur de Darius, Xerxès Ier, lance une nouvelle invasion et parvient d'abord à contrôler plusieurs régions de la Grèce continentale. Mais les Grecs remportent ensuite des victoires successives et repoussent les forces perses, qui perdent le contrôle de nombreux territoires. La longue confrontation se termine, selon la source, avec la paix de Callias, en 449, avant notre ère. Quelques décennies plus tard, après la mort de Darius II, l'Égypte se soulève sous Amirté et réussit pendant un temps à empêcher la Perse de reprendre le pays. Il faut encore plusieurs décennies avant qu'un nouveau souverain perse, identifié dans la source comme Artaxerxès III, ne rétablisse sa domination perse sur l'Égypte. À ce stade, la Perse a déjà connu tout ce qui fera la structure récurrente de son histoire. L'unification de peuples différents, une expansion gigantesque, l'administration d'un territoire multicontinental, puis des guerres longues qui fragilisent l'empire entier. Mais la chute à venir ne signifie pas la disparition de l'Iran comme centre politique. À plusieurs reprises, une domination étrangère sera suivie d'une nouvelle reconstruction depuis le plateau iranien. Au Ve siècle avant notre ère, l'équilibre construit par les Achéménides s'effondre lorsque Alexandre le Grand bat Darius III au cours d'une série de batailles. La domination perse prend fin et le territoire iranien passe au pouvoir grec.
Mais après la mort d'Alexandre, l'empire qu'il avait assemblé se fragmente, ouvrant une nouvelle phase de recomposition. L'un de ses généraux, Séleucos Ier Nicator, fonde l'empire séleucide, qui comprend notamment l'Iran, la Mésopotamie, la Syrie et l'Anatolie pontique. Cette domination ne dure pourtant qu'environ un siècle dans la présentation de la source. Elle est progressivement repoussée hors d'Iran par les Parthes, issus des Arsacides, qui établissent d'abord leur pouvoir sur le plateau iranien et la Mésopotamie. À la fin du IIIe siècle avant notre ère, les Parthes étendent aussi leur influence vers l'Arabie orientale. Ils deviennent surtout l'un des grands adversaires de Rome à l'Est. La source insiste sur la qualité de leur cavalerie, à la fois rapide, mobile et composée de combattants lourdement protégés, ainsi que d'archers, redoutables. Face à des armées romaines très dépendantes de l'infanterie, cette combinaison leur donne un avantage important dans plusieurs affrontements. Leur faiblesse apparaît surtout lors des sièges. Les Parthes peinent à prendre durablement certaines villes fortifiées, ce qui complique l'occupation de territoires conquis. Malgré cette limite, leur empire survit environ 5 siècles, une durée remarquable comparée à celle de nombreux États de la région. Le pouvoir parthe finit par être renversé par une nouvelle dynastie perse, les Sassanides. Sous le premier souverain mentionné par la source, Ardashir Ier, l'Iran engage une rénovation intérieure, économique et militaire. Le pays redevient alors l'une des principales puissances du monde pendant plus de 4 siècles et rivalise successivement avec l'Empire romain, puis l'Empire byzantin. La source décrit l'espace sassanide comme extrêmement vaste, couvrant des territoires correspondant aujourd'hui à l'Iran, l'Irak, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, l'Abkhazie, le Daghestan, Israël, le Liban, la Jordanie, la Palestine, une partie de l'Afghanistan, de la Turquie, de la Syrie et du Pakistan, ainsi que des régions d'Asie centrale, de l'Arabie orientale et une partie de l'Égypte. Ainsi que des régions d'Asie centrale, de l'Arabie orientale et une partie de l'Égypte. Cette longue rivalité avec Rome et Byzance produit des guerres répétées en Anatolie, dans le Caucase, en Mésopotamie, en Arménie et au Levant. Après plus de 7 siècles de confrontation romano-perse dans le récit, les combats finissent par s'apaiser. La civilisation perse sous les Sassanides est alors présentée comme ayant atteint un sommet, et l'Empire comme le dernier grand État de l'Iran, ancien, a exercé une influence majeure sur son environnement. Mais cette puissance sort épuisée des guerres. Lorsque les armées musulmanes envahissent les territoires sassanides, la résistance perse ne parvient pas à produire une nouvelle guerre aussi longue. La source situe un moment majeur de cette conquête lors de la bataille d'Al-Qadisiyah, dans une zone aujourd'hui située en Irak, et associe l'expansion musulmane en Perse au calife Umar ibn al-Khattab. La conquête met fin à l'empire sassanide et entraîne le recul du zoroastrisme. La majorité de la population iranienne se convertit progressivement à l'islam, tandis que de nombreux éléments de la civilisation perse antérieure sont absorbés par les nouveaux pouvoirs musulmans. La source souligne que cet épisode reste interprété de façon opposée. Certains y voient l'arrivée de la vraie religion, tandis que d'autres le considèrent comme une conquête étrangère humiliante. Après l'affaiblissement puis la chute de l'autorité abbasside, plusieurs dynasties turques venues d'Asie centrale prennent une place croissante en Perse. Certaines avaient d'abord fourni des soldats esclaves à l'administration du califat, avant de profiter de la faiblesse du pouvoir central. Dans le même temps, de petits États apparaissent dans différentes régions iraniennes, dont les Tahirides au Khorasan, les Safarides au Sistan et les Samanides à Boukhara. En 962, Alpteddin, ancien officier au service des Samanides, s'empare de Ghazni et fonde le pouvoir ghaznévide. Plus tard, d'autres groupes turcs, en particulier les Seldjoukides Oghuz, venus de la région de l'Amoudaria, conquièrent la Perse. La source associe cette période à un renouveau culturel et scientifique, notamment sous Tugril et Malik Shah. Mais la mort de Malik Shah provoque une nouvelle fragmentation en petites principautés. Cette fragmentation ouvre la voie à une rupture beaucoup plus destructrice, l'invasion mongole de Gengis Khan. Contrairement aux conquérants qui avaient cherché à administrer la Perse, les Mongols sont décrits dans la source comme ayant ravagé de nombreuses villes et provoqué des destructions massives. Les systèmes d'irrigation sont endommagés, ce qui transforme durablement les implantations humaines, tandis qu'une grande partie de la population, surtout masculine, est tuée, et que la démographie chute fortement. Sous la domination mongole, les réparations restent d'abord très limitées. Un changement intervient lorsque Ghazan Khan et son conseiller Rachid al-Din prennent des mesures pour restaurer l'économie. Baisse des taxes, soutien à l'agriculture. Remise en état de l'irrigation et développement du commerce avec l'Inde et la Chine. Après Ghazan, Abu Said lui succède, puis sa mort entraîne une nouvelle division du territoire. La Perse est ensuite conquise par Tamerlan. La source juge ces campagnes moins destructrices que celles de Gengis Khan,
mais rappelle qu'elle ravage encore des villes comme Ispahan et Chiraz. Après sa mort, le territoire se fragmente de nouveau et l'influence mongole se prolonge sous différents pouvoirs, notamment ouzbek et turkmène, Bayandurpan. Une nouvelle centralisation apparaît enfin avec les Safavides Ponghai. Certains historiens cités par la source considèrent leur état comme l'un des fondements de l'Iran moderne. Entre 1501 et 1722, le pouvoir safavide impose le chiisme duodécimain comme religion officielle de l'Empire, un changement présenté comme l'un des tournants les plus importants de l'histoire religieuse de l'Iran pendant. L'Iran safavide devient aussi l'un des grands empires islamiques de la poudre à canon, doté d'une force militaire modernisée et engagé dans une compétition durable avec l'Empire ottoman et l'Empire moghol. Après sa chute, le pays passe sous les dynasties Afsharide, Zand, puis Qajar. À partir du XVIIe siècle, les puissances européennes accroissent également leur présence et leur influence, et l'Iran perd progressivement certains territoires. Au XIXe siècle puis au début du XXe, cette pression extérieure se combine à une crise politique intérieure. Une révolution constitutionnelle introduit l'idée d'une monarchie limitée et d'un parlement. La Perse a donc encore changé de maître, de dynastie et de religion dominante, mais elle a conservé une capacité récurrente à reconstruire un centre politique après chaque effondrement. La révolution constitutionnelle maintient le roi, mais elle a introduit un parlement appelé Majlis, fondé selon la source le 7 octobre 1906. Peu après, la découverte de pétrole au Khouzistan attire fortement l'attention de la Grande-Bretagne et de la Russie. Les deux puissances cherchent à étendre l'influence sur l'Iran et à contrôler cette ressource, tandis que la dynastie Qajar est décrite comme trop faible pour stabiliser le pays. Dans ce contexte apparaît Reza Pahlavi. Avant de devenir Shah, il est présenté comme un ministre de la guerre compétent, intelligent et respecté jusque parmi ses supérieurs. Le jeune Ahmad Shah Qajar est au contraire jugé incapable de maîtriser un appareil d'État marqué par le désordre et la corruption. Une partie de la société réclame alors son remplacement par Reza, d'abord nommé Premier ministre, puis proclamé Shah en 1925. Reza Shah fonde la dynastie Pahlavi et met en place un gouvernement autoritaire, mêlant nationalisme, militarisme, sécularisme et anticommunisme, avec une forte censure et une propagande d'État. Son bilan divise profondément la société telle qu'elle est décrite dans la source. Pour certains, il est un bâtisseur qui impose l'ordre et donne au pays des institutions plus fortes. Pour d'autres, cette modernisation repose sur la répression, la corruption et une pression fiscale lourde. Pendant près de 16 ans, de 1925 à 1941, Reza Shah réorganise les forces armées, l'administration et les finances. Il centralise l'autorité, développe des écoles, des chemins de fer, des autobus, la radio, des bâtiments publics, des cinémas et le réseau téléphonique. Mais la rapidité des transformations et leur dimension coercitive provoquent une réaction importante, surtout parmi des religieux et des musulmans qui estiment que de nouvelles règles bouleversent trop brutalement les habitudes sociales. La source cite plusieurs mesures qui deviennent controversées. Les mosquées doivent installer des chaises, les hommes sont poussés à adopter des vêtements occidentaux et des chapeaux à bords platés. Les femmes sont encouragées à retirer le voile, et les hommes et les femmes peuvent se réunir plus librement. Pour une partie de la population, ces changements donnent le sentiment que l'État veut imposer une modernité par la force. En 1935, la tension débouche sur une révolte dans la mosquée de l'imam Reza à Mashhad. Des manifestants y comparent Reza Shah à Yazid, figure décrite par la source comme un dirigeant honni dans la tradition musulmane. L'armée intervient pour réprimer le mouvement. Des dizaines de personnes sont tuées, et des centaines sont blessées. La source replace ensuite cette crise intérieure dans un rapport de force internationale déjà ancien. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Iran se trouve sous forte influence britannique et russe, tout en maintenant officiellement une politique de neutralité. Avant l'ascension de Reza Shah, la Grande-Bretagne aurait cherché à transformer le pays en État dépendant, mais cette ambition est contrariée par son arrivée au pouvoir. La question pétrolière rend cependant l'Iran stratégique pour les Alliés. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, ceux-ci demandent à Reza Shah d'expulser les Allemands présents dans le pays pantel. Il refuse. La Grande-Bretagne et l'Union soviétique envahissent alors l'Iran et le renversent, puis installent son fils Mohammad Reza sur le trône. Dans le récit, ce nouveau Shah n'a ni l'autorité, ni la réputation militaire de son père. Il est présenté comme beaucoup plus dépendant de la Grande-Bretagne dans l'administration du pays, ce qui nourrit une hostilité croissante dans la population. Les tensions accumulées autour de la monarchie finissent par alimenter le mouvement qui deviendra la révolution iranienne ou révolution islamique.
La révolution commence par de grandes manifestations à partir de janvier 1978. Elle ne se résume pas à une journée de renversement. La source la décrit comme un processus de près de 2 ans, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution théocratique en décembre 1979. Au centre de ce mouvement se trouve l'ayatollah Rouhollah Khomeini, présenté comme le principal dirigeant révolutionnaire et le fondateur du nouvel ordre politique. Les grèves et les manifestations de masse paralysent progressivement le pays pourvoieur. Mohammad Reza Shah perd sa capacité à maintenir le régime et quitte finalement l'Iran pour l'exil en janvier 1979. Avec son départ, la monarchie qui avait porté la modernisation autoritaire, l'alliance avec l'Occident et une grande partie du développement militaire iranien s'effondre. Ce basculement n'est pourtant pas un simple remplacement de souverain. Tout ce qui structurait l'État va être redéfini. La place de la religion, la légitimité du pouvoir, les relations avec les États-Unis et Israël, l'économie, l'éducation et le rapport aux opposants sont. Lorsque Khomeini revient en Iran, le pays entre dans une phase où la révolution doit se transformer en institution. Le 1er février 1979, Rouhollah Khomeini revient en Iran et la source décrit un accueil par des millions de personnes. 2 mois plus tard, le 1er avril, l'Iran devient officiellement une république islamique, après un référendum approuvant le nouvel ordre. La révolution ne remplace donc pas seulement un shah par un autre dirigeant. Elle construit un système politique dont la légitimité repose désormais sur une conception religieuse du pouvoir. La constitution est fondée sur le principe du velayat et faqih, présenté dans la source comme l'idée selon laquelle la communauté musulmane a besoin d'une direction et d'une surveillance exercée par un juriste religieux ou par un groupe de religieux ou par un groupe de religieux. Khomeini devient ainsi le guide suprême et conserve cette fonction jusqu'à sa mort en 1989. Le nouveau régime transforme rapidement l'économie et les institutions. La source explique que le modèle capitaliste développé sous la monarchie est remplacé par des politiques plus étatiques et explicitement islamiques. De nombreuses industries sont nationalisées, les règles juridiques et les établissements scolaires sont islamisés et les influences occidentales sont restreintes. Dans le même temps, la République islamique change brutalement ses alliances extérieures. La coopération avec Israël est interrompue et l'hostilité envers les États-Unis devient un élément durable du nouveau pouvoir. À l'intérieur, le régime cherche également à consolider son contrôle après des mois de révolution qui ont affaibli l'économie, l'armée et l'appareil administratif en coin. Entre 1982 et 1983, la source estime que le nouvel État parvient à surmonter une partie de cette désorganisation. Les protestations venues de groupes séculiers, de la gauche ou de musulmans plus traditionnels sont réprimées avec efficacité et de nombreux opposants politiques sont exécutés. Cette consolidation s'accompagne aussi de rébellions régionales. Des guérillas marxistes et des mouvements fédéralistes se soulèvent notamment au Khuzistan, au Kurdistan et dans la région de Gomba de Kabus. Certaines insurrections ne durent que quelques mois, tandis que d'autres se prolongent plusieurs années. La source présente la rébellion kourde, menée par le Parti démocratique du Kurdistan iranien, comme la plus sanglante, avec des combats se poursuivant jusqu'en 1983 et environ 10 000 morts. Au même moment, un autre événement fixe durablement l'image de la République islamique à l'étranger, la crise des otages américains. Le déclencheur présenté dans la source est l'admission de l'ancien Shah aux États-Unis pour y recevoir un traitement contre le cancer. Le 4 novembre 1979, des étudiants iraniens occupent alors l'ambassade américaine et qualifient le site de nid d'espions. 52 Américains sont retenus pendant 444 jours, jusqu'en janvier 1981. Les États-Unis tentent une opération militaire de sauvetage, mais celle-ci échoue. En Iran, la prise d'otages bénéficie d'un important soutien populaire et contribue, selon le récit, à renforcer encore la position de Khomeini et à rassembler le courant anti-américain autour du nouveau régime. C'est dans ce contexte que Khomeini popularise l'expression de Grand Satan pour désigner les États-Unis. Du point de vue américain exposé par la source, la prise d'otages est au contraire considérée comme une violation d'un principe ancien du droit international protégeant les diplomates, qui peuvent être expulsés mais ne doivent pas être détenus comme otages. La conséquence dépasse largement la durée de la crise. Elle alimente aux États-Unis un puissant mouvement anti-iranien et transforme une ancienne relation d'alliance en une hostilité durable. Les sanctions américaines qui suivent pèsent sur l'économie iranienne pendant une longue période. Mais la crise n'affaiblit pas seulement les relations extérieures. Elle aggrave aussi les tensions politiques, sociales et économiques à l'intérieur d'un pays qui vient à peine de sortir de la révolution.
Pour un voisin ambitieux, cette fragilité apparente crée une occasion. Saddam Hussein, alors au pouvoir en Irak, y voit la possibilité de profiter d'un Iran désorganisé et d'une armée affaiblie. La République islamique a donc à peine eu le temps d'installer ses institutions qu'elle se retrouve confrontée à un nouveau danger majeur. La révolution a changé le régime, ses alliances et son idéologie, mais elle a aussi laissé un État vulnérable au moment exact où l'Irak décide de tester sa capacité à survivre. Les sanctions et la crise des otages ont déjà fragilisé l'économie iranienne lorsque Saddam Hussein décide d'exploiter le désordre né de la révolution islamique. La source rappelle qu'avant 1979, l'armée iranienne était réputée très puissante, mais que les divisions internes et la chute de la monarchie ont désorganisé une grande partie de cet appareil militaire. Le dirigeant irakien veut devenir le nouvel homme fort du Moyen-Orient et cherche aussi à élargir l'accès de l'Irak au golfe Persique. Son attention se porte particulièrement sur le Khouzistan, territoire iranien décrit comme important à la fois par sa population arabe et par la richesse de ses champs pétroliers. Saddam Hussein estime alors que l'Iran révolutionnaire peut être vaincu rapidement. Le 22 septembre 1980, l'armée irakienne lance une invasion à grande échelle du Khouzistan. Saddam Hussein se vante, selon la source, que ses forces peuvent atteindre la capitale iranienne en seulement 3 jours. L'attaque surprend Khomeini et une population encore absorbée par les conséquences de la révolution. Au début, les forces irakiennes dominent plusieurs combats. Pourtant, l'Iran parvient à réorganiser sa défense et à repousser progressivement l'armée irakienne vers son territoire. À l'approche de 1982, l'offensive initiale de Saddam Hussein n'a donc pas produit l'effondrement rapide qu'il annonçait. La guerre aurait alors pu s'arrêter, mais le récit explique que Khomeini envisage de poursuivre le conflit pour porter sa révolution islamique en Irak, notamment auprès de la majorité arabe chiite du pays. Le conflit continue ainsi 6 années supplémentaires et devient une guerre d'usure extrêmement coûteuse pour les deux États. Il ne s'achève qu'en 1988 avec un cessez-le-feu négocié sous l'égide des Nations Unies. La source décrit une guerre marquée par des violations graves des règles du combat, en particulier l'utilisation d'armes chimiques par l'Irak. Elle évoque des pertes immenses parmi les militaires et les civils, et estime que du seul côté iranien, le nombre de morts pourrait atteindre entre 500 000 et 1 million. L'Irak bénéficie pendant la guerre d'un vaste soutien extérieur. La source cite l'Égypte, plusieurs États arabes du Golfe Persique, l'Union soviétique et des pays du pacte de Varsovie, mais aussi les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Brésil et la Chine. Elle précise toutefois que la Chine vend également des armes à l'Iran. Lors des débats internationaux évoqués dans le récit, de nombreux représentants confirment l'emploi d'armes chimiques par Saddam Hussein contre les offensives iraniennes. La source ajoute qu'il témoigne aussi que l'Iran n'a pas utilisé d'armes chimiques pendant cette guerre. Lorsque les armes se taisent, la violence ne disparaît pas pour autant. Le pouvoir iranien se retourne vers ses adversaires intérieurs et commence à exécuter systématiquement des milliers de prisonniers politiques à partir du 19 juillet 1988. Cet épisode est présenté comme le massacre des prisonniers politiques de 1988. Les principales cibles sont des membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, ainsi qu'un nombre plus réduit de prisonniers, issus de groupes de gauche, dont le parti Tudeh, identifié dans la source comme un parti communiste iranien. Les estimations citées sont extrêmement larges et vont d'environ 400 à 30 000 victimes. Après la guerre et ses purges, l'État iranien paraît néanmoins entrer dans une période de plus grande stabilité. Khomeini approche alors de la fin de sa vie entière. En 1989, il désigne 25 personnes de confiance pour participer à une assemblée chargée de réviser la Constitution. Ali Khamenei, qui est alors président de la République, devient le nouveau guide suprême. La transition se déroule sans crise majeure selon la source. Khamenei n'a pas le même charisme que Khomeini, mais il dispose de soutiens importants dans les forces armées et dans de puissantes fondations caritatives, disposant de ressources économiques considérables. Le récit affirme qu'avec lui, le régime donne davantage l'image d'une oligarchie cléricale que d'une simple constitution théocratique. La présidence revient ensuite à Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, conservateur pragmatique qui effectue 2 mandats et change nettement de priorité. Rafsanjani concentre son action sur la reconstruction d'une économie et d'infrastructures ravagées par 8 années de guerre. La tâche est difficile notamment parce que les prix mondiaux du pétrole sont faibles, alors que les revenus pétroliers constituent une ressource essentielle pour l'État iranien. Son gouvernement met en place un contrôle des naissances pour ralentir la croissance démographique
et réduit les dépenses militaires, auparavant décrites comme le poste le plus lourd du budget. Cette période marque donc un passage de la survie révolutionnaire et militaire à la reconstruction d'un État épuisé. La guerre Iran-Irak a ainsi consolidé certains ressorts de la République islamique, tout en lui imposant un coût humain, économique et politique gigantesque. À sa sortie, le régime n'est plus le pouvoir révolutionnaire fragile de 1979. Il a survécu aux rébellions, à l'invasion, aux sanctions et à 8 années de guerre, mais il doit désormais trouver une manière de se normaliser sans abandonner l'ordre politique issu de Khomeini. La reconstruction engagée par Rafsanjani ne se limite pas à l'économie. Son gouvernement normalise les relations diplomatiques avec plusieurs voisins, dont l'Arabie saoudite, et cherche à maintenir l'Iran à l'écart de la guerre du Golfe de 1991, afin de protéger d'abord la stabilité intérieure. La source présente cette période comme plus prudente, avec une volonté de limiter les condamnations systématiques des États-Unis et d'autoriser l'entrée en Iran d'avions, ainsi que de réfugiés venus d'Irak pendant le conflit. Ce relatif apaisement ne résout cependant pas les tensions politiques internes. En 1997, Mohammad Khatami arrive à la présidence avec une orientation réformatrice qui se heurte rapidement aux religieux les plus conservateurs. La confrontation atteint un sommet en juillet 1999, lorsque des manifestations antigouvernementales éclatent à Téhéran et se prolongent pendant une semaine avant d'être dispersées par la police et des civils favorables au pouvoir. Khatami est pourtant réélu en juin 2001. Son second mandat est moins libre que le premier. Chaque nouvelle tentative de réforme rencontre l'opposition des conservateurs au Parlement. La source cite la fermeture de journaux libéraux et l'exclusion de candidats favorables aux réformes comme des moyens utilisés. Une conséquence importante est le développement d'une forme d'indifférence politique chez une partie de la jeunesse iranienne. Cette conflictualité intérieure contraste avec le poids régional du pays. Malgré ces divisions, l'Iran est présenté comme l'un des États les plus puissants du Moyen-Orient et comme un acteur influent dans des conflits en Syrie, au Yémen et au Liban. La source relie ce rôle à une histoire beaucoup plus ancienne, lorsque des empires issus du plateau iranien dominaient déjà des territoires répartis sur 3 continents. Le récit cite encore le classement annuel de Global Firepower, qui placerait l'Iran au 14e rang sur 145 pays. Cette position est expliquée par le nombre de militaires, les ressources financières, la capacité logistique et la géographie. Les forces iraniennes compteraient environ 580 000 militaires d'actifs et 200 000 réservistes entraînés, répartis entre l'armée et les gardiens de la Révolution. À cela s'ajoute un important arsenal de missiles et de drones. La source mentionne des missiles de croisière, des missiles anti-navires et des missiles balistiques capables d'atteindre jusqu'à 2000 km, une portée suffisante dans le récit pour frapper des objectifs à travers le Moyen-Orient, y compris en Israël. Elle affirme également que ces armements sont produits par l'Iran et que certains ont été vendus à la Russie pour être utilisés en Ukraine. Les sanctions internationales empêchent selon la source le pays d'accroître encore davantage ses moyens, mais elles n'ont pas supprimé sa capacité d'action. Depuis la révolution islamique, l'Iran rejette avec constance les interventions militaires ou politiques occidentales dans ses affaires et dans la région, particulièrement celles des États-Unis. Cette opposition devient l'un des fondements de son identité stratégique. L'Iran intervient pourtant lui-même au-delà de ses frontières. La source souligne ce paradoxe en rappelant son soutien à des groupes et à des alliés régionaux, notamment à des groupes chiites en Irak. Elle évoque plus largement un axe de résistance comprenant des groupes armés au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. C'est dans ce cadre que la relation avec Israël reprend toute son importance. Avant 1979, l'Iran de Mohammad Reza Pahlavi et Israël entretenaient de bonnes relations, et la source affirme que l'Iran fut le 2e État, après l'Égypte, à reconnaître Israël. La révolution islamique transforme cette relation en hostilité idéologique. Les dirigeants iraniens décrits par la source considèrent Israël comme une puissance occupante qui opprime les Palestiniens. Ils le qualifient de petit Satan, tandis que les États-Unis sont désignés comme le grand Satan. L'objectif proclamé est de voir disparaître l'influence d'Israël et des États-Unis du Moyen-Orient. Pendant longtemps, cette hostilité ne produit pas d'attaque directe iranienne contre Israël. La source avance que Téhéran n'y voyait peut-être ni raison suffisante ni avantage à obtenir, même lorsqu'Israël frappait durement les Palestiniens. L'action iranienne reste alors surtout indirecte, à travers les réseaux alliés mentionnés dans le récit. L'escalade d'avril 2024 fait donc figure de rupture.
La source insiste sur le fait que l'attaque iranienne est une riposte à l'attaque contre la représentation iranienne à Damas et non une intervention déclenchée pour la Palestine. Plus de 300 drones et missiles sont lancés vers Israël, montrant que la rivalité peut désormais franchir le seuil d'une confrontation ouverte. Au terme de cette longue histoire, la puissance iranienne n'apparaît pas comme la simple survivance d'un empire antique, ni comme le seul produit de la République islamique. Dans le récit, elle résulte d'une succession de constructions, d'invasions, d'effondrements, de réorganisations religieuses, de modernisations autoritaires, de révolutions et de guerres. Les Mèdes, les Achéménides, les Parthes, les Sassanides, les dynasties islamiques, les Mongols, les Safavides, les Qadjars, les Pahlavis et la République islamique n'ont jamais constitué un régime continu. Pourtant, chaque rupture a laissé place à une nouvelle structure politique centrée sur le même espace iranien. C'est cette capacité répétée à reconstruire un centre de pouvoir que la source met finalement en relation avec l'Iran contemporain. Le pays reste soumis aux sanctions, aux luttes politiques internes et à une rivalité régionale dangereuse, mais il conserve des forces armées nombreuses, des missiles, des drones, des alliés et une volonté affirmée d'autonomie. La conclusion revient donc au point de départ, un affrontement direct avec Israël que les deux camps avaient longtemps contenu. Au moment décrit par la source, la région reste en tension, et certains observateurs militaires redoutent une attaque de grande ampleur ne rompe définitivement cet équilibre. De la Perse à l'Iran d'aujourd'hui, le pouvoir a changé de forme à plusieurs reprises, mais le pays continue d'occuper une place centrale dans les rivalités du Moyen-Orient.